Bonjour à tous, on continue notre série de vidéos consacrées aux troubles proches du TOC ou apparentés au TOC avec Vincent Tribou que vous connaissez. Aujourd'hui on va parler de la dysmorphophobie, alors, un terme un peu compliqué, qu'on appelle aussi l'obsession d'une dysmorphie corporelle, c'est la dénomination officielle du DSM-5. Donc de quoi s'agit-il? Eh ben, la dysmorphophobie, c'est la préoccupation obsédante ou la crainte d'avoir une difformité corporelle que les autres ne voient pas ou pas autant que la personne concernée. C'est un trouble qui est apparenté au TOC, au même titre, je crois, que la dermatillomanie qu'on a déjà traité. Et donc, concrètement, les compulsions qui sont associées, c'est passer énormément de temps devant son miroir pour vérifier la difformité en question, prendre des photos, regarder des photos qu'on a prises de soi, poser des questions de réassurance à ses proches, masquer le défaut supposé, limiter les contacts relationnels de peur que le défaut ne soit vu, critiqué et entraîne le rejet de la personne concernée. Et donc ça entraîne une atteinte à l'intégrité physique de la personne, une dépréciation, un rejet et une atteinte importante, qu'on peut imaginer importante, à l'estime de soi. Au niveau de la prévalence, les études, je ne sais pas de quand elles datent, mais estiment que ça touche 1,9% des adultes, donc c'est quand même assez considérable, et entre 1,7 et 2,2% des adolescents. On est sur plutôt 1,6% des hommes touchés et 2,1% de femmes. Et les organes ou les parties du corps concernées, pour les hommes, c'est le sexe, la musculature, la paire de cheveux essentiellement, et pour les femmes, c'est le poids, la taille des seins, des hanches, des jambes, et le visage et la pilosité. La dysmorphophobie, ça peut entraîner des rituels qu'on estime entre 3 à 8 heures par jour, donc c'est énorme. On l'a dit, hein, à se scruter dans un miroir ou à se regarder dans l'appareil photo de son téléphone portable, un temps infini à se comparer aux autres personnes, à camoufler le défaut corporel par du maquillage ou par des vêtements, des triturages de peau, et poser de très nombreuses questions de réassurance à l'entourage. Et donc, qu'est-ce qui se joue? Eh ben, on considère qu'il y a une hyperactivité des zones traitant les informations, ainsi qu'une hyperactivité des zones visuelles et émotionnelles dans le cerveau. Plus précisément, c'est une hyperactivité ou des anomalies dans le cortex orbitofrontal, dans le lobe temporal, le lobe pariétal, le système limbique et le système frontostriatal, et ce qu'on appelle la substance grise. Et pour le dire plus simplement, voilà, on va dire que y a certaines zones du cerveau qui sont en surchauffe, comme c'est le cas dans le TOC, mais là, voilà, des zones qui ne sont pas forcément les mêmes. Maintenant que j'ai dit ça, de présentation générale, j'ai un certain nombre de questions à poser à Vincent, et avant ça, peut-être envoyer l'ouvrage de référence sur le sujet, qui est ici, qui s'appelle Traiter la dysmorphophobie, de Kaline Majdalani. Et donc on mettra les références, c'est chez Duno. Et voilà, je ne sais pas si tu veux compléter Ouais, cette introduction ou non, dire c'est un mot bien. du livre. Bon, maintenant, j'ai un certain nombre de questions pour toi, tu vas pas t'en tirer comme ça, il n'y a pas que moi qui vais prononcer des mots compliqués. Quels sont les neurotransmetteurs qui sont à l'œuvre dans ce trouble, la dysmorphophobie? Alors, on a identifié grosso modo la sérotonine et la dopamine comme dans les TOC. Parce que ce sont des maladies qui sont quand même super proches. Elles ont plus de choses en commun qu'elles n'ont de différences. Avant, c'était dans les troubles somatoformes, dans le DSM-4, DSM-4-TR. Puis ils se sont dit, ok, c'est pas parce que ça concerne le corps que ça doit être dans les troubles somatoformes. C'est trop obsessionnel. Donc ils l'ont mis à côté du TOC. Elle fait partie maintenant des TOC et apparentés. Il y a des obsessions, comme tu l'as dit, on est obsédé par ce défaut physique. Il y a une énorme angoisse, parce qu'on veut vraiment se dire, mais est-ce que c'est si horrible que ça? Des comportements de réassurance, c'est que la personne, elle est persuadée qu'elle a raison, mais en même temps, elle va vérifier toute la journée l'ampleur des dégâts. Un peu dans, peut-être que ça c'est mieux depuis 15 minutes, et peut-être qu'il y a machin, etc. Poser des questions à l'entourage pour se rassurer. Tu dis, c'est très toc ça. Le toc, il dit, ah non, je suis sûr qu'il y a du sida sur la poignée de porte, mais va quand même vérifier dans Internet. Je suis sûr que mes oreilles sont décollées, que mon nez n'est pas droit, que mon menton est comme ça, mais va quand même vérifier 8 heures par jour dans le miroir et prendre des photos avec ton téléphone avec tous les angles possibles et imaginables, sous telle lumière et compagnie. Ça fait très toc. Il y a du doute, sinon tu ne reviendrais pas vérifier. Il y a des compulsions, il y a de l'angoisse, il y a des obsessions. Tu as la totale du toc. Ok. Là où il y a un truc en plus du toc, c'est que ça attaque beaucoup plus violemment l'identité. C'est que les tocs, tu es déprimé parce que toute la journée tu fais des rituels et que ta vie n'est pas sympa. Là, tu te sens fondamentalement laid et potentiellement rejeté par la société. C'est beaucoup plus violent au niveau émotionnel. Ça, c'est on va dire, la cerise sur le gâteau de la dysmorphophobie. Et en effet, on a la sérotonine et la dopamine, ce qui fait qu'on prescrit majoritairement des antidépresseurs et ou des neuroleptiques atypiques pour booster la sérotonine et la dopamine qui ont un effet sur le préfrontal et toutes les zones dont on a parlé là. Le but, à nouveau, c'est d'augmenter
les neurotransmetteurs pour qu'ils verrouillent ces zones du cerveau qui sont en surchauffe. Donc c'est quasiment les mêmes circuits que le TOC. Et une question qui me vient, est-ce que au fond, la personne, on avait fait une vidéo sur le doute, on pourra remettre la référence, qui a un certain succès d'ailleurs, est-ce que la personne, au fond, elle se dit que c'est absurde? C'est-à-dire qu'elle a des crises, elle ne peut pas s'en empêcher, mais qu'elle, au fond, est-ce qu'elle sait bien qu'elle n'a pas un défaut énorme, ou est-ce qu'elle est convaincue rationnellement de son... La personne qui souffre de dysmorphophobie est convaincue qu'il y a un problème physique. Par contre, elle reconnaît que ça prend trop de place. D'accord. Alors, parfois, elle oscille entre c'est normal que je sois dans cet état parce que le défaut physique est vraiment horrible, et d'autres moments, elle se dit, mais en même temps, c'est bizarre parce que personne ne s'en rend compte, et ça prend quand même beaucoup de place. Mais elle alterne entre les deux. Ouais. Parce que reconnaître que ce serait que son cerveau, ça sous-entendrait que le défaut physique n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il y a une très grosse différence entre le bouquin de Khalil Majdalani et le bouquin par exemple de Tignol qui s'appelait Les défauts imaginaires. En disant les défauts imaginaires, Tignol a eu le mérite de faire le premier bouquin en France sur la question, ce qui est super. Sauf que le titre, le défaut imaginaire, a fait qu'il y a plein de patients qui ont dit, bah non, désolé, moi c'est pas imaginaire. À partir du moment où on me dit que c'est faux, moi j'ai pas envie d'entendre parler de la suite et je veux pas faire de thérapie. Ils ont rejeté le diagnostic de dysmorphophobie. Il y a des patients qui disent non, vous ne me ferez pas entendre que j'ai une dysmorphophobie, ça n'est pas vrai, ça n'est pas imaginaire. Donc on doit leur dire faites gaffe. Personne n'a dit dans le DSM que c'était imaginaire. Ça c'est Tignol qui l'a dit. Et quand tu leur expliques ça, ce que fait plutôt Kaline, ah ok, donc ça, j'ai le droit de dire que mon défaut est vrai, mais trop puissant au niveau émotionnel et obsessionnel. Ouais. Oui, ah ok, donc je veux bien rentrer dans la définition de la dysmorphophobie. Puis là, c'est quand même plus Le simple. problème, c'est pas le défaut corporel, le problème, c'est la place que ça C'est prend. la Et ensuite, c'est la focalisation dessus. focalisation. Voilà, d'abord, que ce soit Kaline ou que ce soit d'autres Américains ou moi, et plein d'autres psys, ok, on ne parlera pas du tout du défaut physique. On parlera simplement du fait que votre cerveau il mouline trop fort dessus et qu'il a l'air un peu de rabâcher des choses que vous savez déjà. Ok, très bien. Tu disais que dans le cas de la dysmorphophobie, le cerveau fonctionne exactement comme une pile électrique. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu Ouais. Comme dans cette le image? TOC, on a des zones du cerveau qui sont en surchauffe. Donc ces zones, elles tournent comme une machine à laver. C'est pas tout à fait les mêmes, si que... Bah, tu vois qu'il y a plus de zones émotionnelles, il y a plus de zones visuelles. Oui, c'est qu'en fait, dans la dysmorphophobie, l'œil, il scrute beaucoup plus violemment. Dans la dysmorphophobie, l'œil, il fait pas une panoramique, il fait un zoom, où il regarde que le défaut physique et il le déséquilibre par rapport au reste. Tu regardes pas tes pommettes par rapport à la totalité de ton visage, tu regardes que la pommette. Donc forcément, tout est amplifié. C'est comme si tu te regardais devant l'appareil photo, tu te trouves bizarre, tu as des pores dégueulasses. Oui, personne ne se regarde comme ça. Donc les arts visuels sont hyper intenses, les ailes de traitement de l'information sont en surchauffe, l'angoisse est à fond les ballons, il y a tout qui est en surchauffe dans le cerveau. L'idée c'est quoi? C'est que si ton cerveau est en surchauffe, l'effet de machine à laver fait que ton cerveau va pas dire ah ok, tes pommettes sont un peu grosses, point, et tu vas passer à autre chose, ce qui est un cerveau normal qui dit oui ok, j'ai autre chose à faire. Ce cerveau il est en surchauffe, donc il va boucler sur la chose. T'as des grosses pommettes, t'as des grosses pommettes, t'as des grosses pommettes, t'as des grosses pommettes, t'as des grosses pommettes. C'est pas parce que c'est important, parce que le cerveau a suffisamment d'énergie pour te le répéter 500 fois. Donc il y a une grosse différence entre j'en prends acte parce que c'est vrai et je vis ma vie, et de l'autre côté, mon cerveau me harcèle à cause de son hyperactivité chimique, électrique et biologique avec un phénomène que je connais déjà. D'ailleurs, tu vois bien qu'il y a plein de gens autour de toi qui sont en surpoids, qui ont des trucs bizarres, le nez pas droit et compagnie, qui n'en font pas une maladie. Et pourtant, ils ne savent pas qu'ils ont lâché l'affaire, ils le savent très bien. Parfois, dans le miroir, ils le regardent, ça leur plaît pas, mais ils n'ont pas envie d'aller plus loin parce que leur cerveau ne les harcèle pas. Donc ces gens-là savent que leur corps ne leur plaît pas, mais ils ne sont pas déprimés parce que le cerveau ne rabâche pas. Eux, il y a un cerveau qui rabâche. Et ils se disent, si ça rabâche, c'est que c'est vrai. Si ça rabâche, c'est que c'est grave. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que quand ça rabâche, bah forcément après, t'es Ouais. angoissé, t'es déprimé. Alors que bah, c'est voilà, le dysfonctionnement. Là aussi, on pourrait faire de la Mm. psychoéducation de la dysmorphophobie. Et il y a, j'imagine, ce même système de vidangeage du cerveau par, Par les rituels, par les tout à rituels de fait, réassurance. exactement. Tu voulais comparer la dysmorphophobie au café, enfin, qu'il y avait Mm. il Ouais, y a une image. rappelle-toi, dans la psychoéducation du TOC, j'avais donné cette idée que si tu prends 2 litres de café à minuit, tu n'arriveras pas à dormir. Et comme tu pourras pas rester dans ton lit à ne rien faire, tu te lèves, tu vas faire du rangement. Tu vas classer des livres, lire des romans, descendre la poubelle, faire la poussière parce que tu t'ennuies. Tu fais pas ça parce que l'appartement est mal rangé, tu fais ça parce que tu t'ennuies. Dans la dysmorphophobie, le cerveau ne s'active pas parce qu'il y a un problème physique, il s'active parce qu'il est en hyperactivité chimique. Sinon, il prendrait acte, il en parlerait 5 secondes et il passerait à autre chose. Donc voilà, ton cerveau, il est sous caféine, quoi, dans la dysmorphophobie. Et c'est ça, c'est ce fonctionnement du cerveau qui stimule l'anxiété ou Les zones dont on parle sont en surchauffe, ça génère de l'anxiété, ça génère du doute, ça génère que tu as beau regarder
ça n'intègre pas, ça génère que tu zoomes sur le défaut, donc tu en amplifies la gravité, alors que toi et moi, quand on se regarde dans le miroir, on est à 1 mètre du miroir. On se regarde des pieds à la tête. Tu dis, par exemple, j'ai un peu pris du bide en ce moment, bah c'est sûr que je focalise sur mon bide, je vois un énorme bourrelet. Par contre, si je me regarde de loin, je trouve que c'est relativement équilibré avec le reste du corps. Dans la dysmorphophobie, il y a toujours l'effet de zoom. Parce que le patient a son cerveau qui zoome, et les aires visuelles zoom, mais parce qu'il se rapproche en plus du téléphone, de l'appareil photo et du miroir. Donc forcément, il fait tout ce qu'il faut pour donner raison à son cerveau. Donc en fait, on a tout. On a tous les effets de la caféine sur un cerveau, donc tu dors pas. Donc le cerveau, en fait, il s'ennuie et il a besoin de t'attaquer sur un point. Et le seul moyen de le calmer, c'est ce qu'on a dit, c'est des rituels de réassurance, mais qui Exactement. finalement, parce que si tu zoomes sur le truc qui va pas, j'imagine que ça renforce l'obsession. Bah, Non, c'est comme dans le TOC, c'est ouais. que ton cerveau te dit qu'il a raison, mais en même temps il te demande de faire demi-tour. Il te dit, ah bah je suis sûr que c'est ça, mais pose 40 fois la question à ta femme. Enfin, ça n'a aucun sens. Ton cerveau te dit ton nez est pas droit, mais va le vérifier pendant 3 heures. Bah, pourquoi si tu as décrété que c'était vrai? Il y a un truc qui est pas cohérent. Ouais, ouais. Comment peut-on dire qu'on a raison et aller vérifier tous les jours? Que plusieurs fois par jour. Bah oui. Et puis surtout à nouveau, c'est un truc qui est très intéressant, c'est que, ok, mon nez est pas droit. Mais en quoi ça entraîne forcément que mes collègues sont intéressés par cette histoire? En quoi ça entraîne que les gens dans la rue vont me critiquer? Peut-être que les gens vont me croiser déjà pour pas me percuter. Peut-être que les gens vont me scanner rapidement, vont dire tiens, il est habillé en Hugo Boss ou en Célio et son nez est pas droit. Mais après, ils s'en foutent, ils ne te connaissent pas. Dans la dysmorphophobie, tout le monde le voit. Et cette croyance que tout le monde le voit, c'est dû au fait que le cerveau est en hyperactivité et qu'il peut générer cette Ouais. croyance. Donc c'est pas ton nez qui génère que tout le monde le voit, c'est ton cerveau qui utilise ton nez, droit ou pas droit, pour générer l'idée que tout le monde le voit. Et comme tu y penses 500 fois par jour, bah forcément, au bout d'un moment, tu y crois. Ouais, ouais. Merci pour cette Ce qui introduction. voudrait dire que Ouais. sans dysmorphophobie, peut-être que l'impact de ce nez dans ta vie serait Ah, mais extrêmement bas. c'est C'est-à-dire en gros mécaniquement. 5 minutes par Ouais, jour. ouais, 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 ou pas, même pas. tout à fait. Maintenant qu'on a fait cette présentation générale, qu'on a compris comment ça marchait, tu as insisté pour dire qu'il y avait un certain nombre de biais Mm. importants sur lesquels il fallait revenir, donc je vais Ouais. les énoncer. Donc de la propagande de la part de la dysmorphophobie. Voilà, et à laquelle tu vas tordre le cou avec brio comme tu fais d'habitude. Donc là, le premier biais, c'est la réalité du défaut physique versus la fixation mentale que fait biologiquement le cerveau sur le défaut. Ce qui est très important, on ne remet pas en cause qu'il y a peut-être un défaut physique. On ne le remet pas en cause. On va simplement travailler avec le patient sur le fait que quand son cerveau est en hyperactivité, le cerveau va rabâcher des choses que l'on sait déjà. C'est qu'il va t'envoyer dans les dents le constat. Ton nez n'est pas droit. Il va te renvoyer systématiquement l'angoisse, plus la dévalorisation dépressive, l'atteinte à l'estime de soi. C'est dû au mécanisme de boucle du cerveau. Et moi, je leur parle souvent du cerveau normal, le cerveau darwinien. Le cerveau darwinien est là pour assurer ta survie. Quand tu traverses la route, il te dit fais gaffe, il y a un camion qui arrive. Il te dit ne mets pas la main sur la plaque, n'avale pas la bouteille de Javel, évite les personnes toxiques. Là, tu as un cerveau qui te dit t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche, tu trouveras personne. Pourquoi? C'est l'exact opposé d'un cerveau normal. T'es gros, t'es gros, t'es gros, t'es gros, t'es gros. Voilà, là, ton cerveau est en train de te harceler, ton cerveau ne veut plus ton bien-être. Il y a plein de personnes en surpoids qui y pensent 2 minutes par jour. Il y a des personnes en surpoids qui font 140, 150 kilos, qui marchent dans la rue, qui savent qu'on les voit et qui ont, pas qu'ils n'ont rien à foutre, qui savent qu'elles sont en surpoids, qui en souffrent à minima, mais qui ont autre chose à faire, c'est que leur cerveau ne leur en parle pas. Quand quelqu'un leur dit t'es un sale obèse, oui, ça leur fait énormément de mal, mais quand ils marchent dans la rue pour aller à la FNAC, Ils ont leur pas. priorité Ouais, c'est d'aller à la FNAC. c'est le point. Parfois, il y a peut-être des enfants qui les regardent bizarrement. C'est-à-dire, ok, les enfants sont pas très sympas. Il y a des gens qui les regardent bizarrement, c'est pas très sympa. Quand ils sont dans le métro, qui essaient de se mettre sur un strapontin et qu'il y a le deuxième qui descend en même temps, ça leur fait du mal. Mais c'est pas obsédant 8 heures par jour. Là, la dysmorphophobie, elle dit plus rien n'existe en dehors de ça. Donc, le but de la thérapie et le but de la psychoéducation, c'est de se dire faites gaffe, on ne remet pas en cause le problème physique. Mais moi, j'essaierais vraiment que vous gardiez en tête vous n'êtes pas étonné que votre cerveau vous dise quelque chose que vous savez déjà? J'ai l'impression qu'il vous suit dans la rue. T'es gros, t'es gros, t'es gros, t'es gros. Puis vous essayez de vous barrer, vous prenez le métro, il vous suit dans le métro. Puis après vous arrivez au boulot, il vous suit au boulot. Vous vous enfermez dans les toilettes, il tape à la porte, t'es gros, t'es gros, t'es gros. Excusez-moi, ça c'est du harcèlement, c'est pas la réalité. Et à partir du moment où on arrive à séparer la réalité du défaut physique et le harcèlement, l'effet de boucle du cerveau, au motif que ça peut pas être dû à ça, c'est quand même déjà plus simple. Mm. Surtout que parfois, ces gens-là connaissent des amis qui, eux aussi, ont un truc qui n'est pas droit et qui disent c'est quand même étonnant, il n'a pas l'air d'être obsédé. Oui, mais peut-être que son défaut est moins grave que le mien. En tout cas, son défaut, il existe à lui. Il n'a Il pas n'est l'air pas en d'être boucle. obsédé. Il n'est pas en boucle. Deuxième biais,
Le cerveau est normalement capable de digérer un défaut physique, de s'y habituer et de passer à autre chose. Ouais, le cerveau humain, il est habitué à absorber des informations, les digérer et les mettre dans la bibliothèque. Sinon, on ne pourrait pas fonctionner. Heureusement que tous les matins, on ne se réveille pas en se remémorant toutes nos ruptures amoureuses. Heureusement qu'on ne va pas au boulot tous les matins en se rappelant tous les gens qu'on a enterrés, toutes les humiliations qu'on a subies. Sinon, on ne pourrait plus fonctionner. Donc le cerveau, il a sa phase où il n'est pas bien, il digère et hop, c'est archivé. Dans la dysmorphophobie, c'est pas possible puisque ton cerveau fait péter les cicatrices. J'utilise souvent cet exemple-là. Je dis à certains patients, vous vous rappelez de l'enterrement de votre grand-père? Oui. C'était horrible? Oui. On peut regarder le DVD 500 fois de suite? Au cas où vous iriez mieux. Ce serait bien là, parce que là vous allez mieux. Ce serait bien qu'on se regarde le DVD de l'enterrement de votre grand-père 500 fois de suite. Forcément, tu génères 500 fois une émotion horrible. Donc là, tout de suite, ton patient, il n'y pense pas. Il a fait son deuil. Et on va lui remettre le nez dans le caca 500 fois de suite. Comment veux-tu qu'il aille bien? Donc, le cerveau normal digère une information parce que justement, on n'en parle pas. La dysmorphophobie en parle constamment. Elle empêche le processus de digestion. C'est-à-dire que ce défaut physique, qui est réel ou pas, tu ne peux pas le digérer puisque ton cerveau fait tout pour que tu ne le digères pas, à cause de la boucle. Et cette boucle, on la trouve aussi dans le deuil pathologique. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil, il va constamment sur la tombe, il est entouré des objets de la personne décédée, il pense à la personne toute la journée, et quand tu penses tout le temps à une personne morte ou que tu regardes toute la journée des photos d'une personne décédée, tu ne peux pas faire ton deuil. Donc on demande à la personne de ranger les photos, aller un peu moins au cimetière, virer les affaires de la personne décédée parce qu'on est dans le maintenant. Nous, on est encore vivants. Et quand la personne vire un peu la personne décédée de son quotidien, ah bah tiens, le deuil subitement se fait. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui te rappellent constamment à l'ordre et qui bloquent le processus de digestion. C'est là donc la dysmorphophobie qui fait qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Absolument. Et voilà pourquoi d'autres personnes qui n'ont pas de dysmorphophobie, ça fait bien longtemps qu'ils ne souffrent quasiment plus De leur de leurs défaut. problèmes physiques. Troisième biais, si vous savez que vous avez un défaut et que vous en êtes sûr, pourquoi est-ce que le cerveau il est en boucle en permanence sur quelque chose qui est évident et admis? Alors ça, c'est très important de faire remarquer aux patients, vous ne pouvez pas à la fois décréter que vous avez raison et en même temps aller vérifier 8 heures par jour. Il y a un truc qui n'est pas cohérent. Vous êtes sûr que la porte est ouverte et votre cerveau la vérifie 40 fois. Dans le TOC de sida, vous êtes sûr qu'il y a du sida sur la porte, mais votre cerveau vous demande de la vérifier 40 fois, voire de demander à quelqu'un à côté de vous s'il a bel et bien vu une tache. C'est binaire, c'est vrai ou c'est pas vrai. Si le défaut physique est réel, très bien, on prend acte. On n'est pas censé aller prendre des photos, tourner la tête, vérifier la lumière et machin. C'est pas cohérent. À la limite qu'on évite, qu'on mette un chapeau, qu'on ne veuille plus sortir dehors, ça c'est plus cohérent que la réassurance. Ouais. Je sais pas, j'ai le nez qui est de travers, je suis moche, je veux plus sortir dans la rue parce que ça me fait souffrir, je trouve ça cohérent. Mais par contre, regarde dans le miroir toute la journée, toutes les 10 minutes, tu y retournes parce que ton cerveau dit ah, mais par rapport à ce que tu as vu il y a 10 minutes, tu peux retourner? Pourquoi le visage il a changé en 10 minutes? Et il y a ce mélange de je vais vérifier à quel point c'est horrible, mais je croise aussi les doigts en espérant que ce soit moins grave qu'à 15 minutes. Ton nez n'a pas changé de forme depuis 15 minutes, surtout quand ça fait 10 ans que ça évolue. Donc, la vérification et la réassurance ne me paraissent pas compatibles avec le fait qu'on ait décrété qu'on avait raison. Là, le cerveau se prend un peu les pieds dans le tapis. Il dit deux choses qui vont pas ensemble. Il dit noir et blanc en même temps. Tu vois? Et ça, souvent, ça met la puce à l'oreille à certains patients. Ok. Biais suivant, le cerveau dysmorphophobique adore zoomer exprès sur le défaut physique. Oui. Ça, ce qui est hyper important, c'est que quand tu demandes aux patients comment ils se regardent dans le miroir, ils se regardent comme ça. Donc ils disent par exemple, ah j'aime pas mon nez, on voit tous les pores de la peau et les points noirs. Sauf que toi aussi t'en as, moi aussi j'en ai. Quand on se regarde à 1 mètre du miroir, on les voit pas trop. Quand on se regarde à 10 centimètres du miroir, on ne voit que ça. Ton nez il est comme ça, les pores de la peau ils sont comme ça, tes points noirs ils sont comme ça. On dirait des mini pizzas de chez Belin, là tu te rappelles pas. Donc forcément tu ne peux pas ne pas les voir. Tu dis mon oreille elle est pas droite, tu regardes par rapport à l'autre oreille et tu focalises comme ça, un bandeau comme ça. Tu ne peux pas ne pas le voir. Et ça on sait que c'est dû en effet à l'hyperactivité des zones visuelles. Quand on fait un test, c'est ce que fait Kaïn Majdalani, elle se prend en photo avec son ordinateur devant le patient à 1 mètre et à 10 centimètres. Et après, elle montre au patient. Quand elle est à 1 mètre, les patients disent vous êtes jolie. Quand elle est à 10 centimètres, ah non, vous avez une peau dégueulasse. Bah oui, forcément, on a généré que la peau est dégueulasse. Donc elle leur demande à la maison de se regarder beaucoup plus loin dans le miroir. Et ils constatent que quand ils regardent de plus loin, en effet, le défaut est diminué. Ce qui veut bien dire que l'hyperactivité du cerveau te pousse à zoomer, donc aggrave le défaut et surtout empêche de le contrebalancer. C'est qu'un corps, c'est un ensemble, un visage, c'est un ensemble. Quand tu focalises sur une zone, tu casses la structure. Quand tu défocalises, ça se restructure. La dysmorphophobie t'encourage à te regarder d'une façon qui lui donne raison. Très bien, très clair.
Biais suivant, donc les gens dans la rue ne se regardent pas d'aussi près, leur cerveau contrebalance naturellement leurs défauts avec le reste du corps. Le défaut est harmonisé, contrebalancé avec le Voilà. reste dans l'ensemble. Le patient qui a peur que son nez soit pas droit, lui, il ne voit que ça. Quand il marche dans la rue et que les gens le regardent, majoritairement pour ne pas le percuter d'ailleurs, il en déduit qu'on le regarde parce que son nez n'est pas droit. Quand bien même il aurait raison, quand bien même tu marches dans la rue, c'est vrai qu'on se scanne un peu, on se regarde un peu dans la rue, tu peux très bien dire, ah bah lui il est gros, ah bah lui il est pas beau, ah bah lui il est pas coiffé, ah bah lui il a une énorme calvitie, ah bah lui il a un gros bouton là, on le fait tous. Mais de là à dire qu'on va y penser pendant 10 minutes, non. On a vu la chose, ça a duré 2 secondes et demie dans ton cerveau et toi-même t'es passé à autre chose. Ou alors tu vas à un dîner avec des amis, il y a quelqu'un qui arrive, je sais pas, qui a une énorme cicatrice ici, tu fais waouh, putain, il a une super cicatrice, qu'il a dû avoir un cancer ou un truc comme ça. Puis au bout de 10 minutes, tu fais plus gaffe. Tu ne vois plus sa cicatrice parce que dans la conversation, ton cerveau commence à regarder la tête entière de la personne et ses yeux, son nez, ses cheveux, ça rééquilibre et la cicatrice, tu ne t'en rends plus compte. C'est pas qu'elle n'existe plus, c'est que ton cerveau, il est passé à autre chose. Tu n'es pas resté comme ça sur la cicatrice du En mec pendant boucle. 4 heures. Et les fois d'après, quand tu le reverras, il y a des gens qui disent putain, mais c'est vrai, ça fait 5 ans que je te connais, j'avais complètement zappé que tu avais une cicatrice. On l'a vu au tout début, et pendant 5 ans, on ne l'a plus vu, parce que notre cerveau digère les choses. Il rééquilibre et il digère. Le cerveau dysmorphophobique part du principe que nous regardons les gens comme ils se regardent dans le miroir. C'est qu'on zoome sur leur cicatrice, on ne regarde pas ni leur nez, ni leur bouche, ni leurs yeux. C'est pas vrai. Mais, Nous n'avons pas d'anomalie, du striato, machin et compagnie. Donc on n'a pas d'hyperactivité du cerveau. On ne les regarde pas comme ils se regardent. Ça n'est pas vrai. biais suivant, les personnes qui souffrent de dysmorphophobie scrutent sur le visage des interlocuteurs leur expression Ouais, pour évaluer en permanence ce qu'ils pensent ben d'eux. oui. Donc en fait, quand ils sont, ce qui est terrible, c'est quand ils sont sur Skype ou sur Zoom, ils se voient comme ça, ils voient les autres, ils se voient eux-mêmes, ce qui est terrible. Mais à nouveau, quand ils sont à un dîner ou qu'ils sont au travail, ils suranalysent le visage des gens. C'est qu'ils suivent la trajectoire des yeux pour voir si l'autre Ils regarde leurs regardent les défauts défauts. physiques. Et en effet, ils regardent l'expression. Une expression contente, ça veut dire content. Tout ce qui est neutre et négatif, ça veut dire négatif. Et on leur dit souvent, mais en fait, vous savez, vous n'avez aucune preuve que la personne regarde votre défaut physique. C'est pas parce que vous êtes obsédé par votre défaut physique que la personne le voit. Ah, ne me dites pas qu'elle l'a pas vu. Ok, elle l'a peut-être vu, Elle l'a mais intégré. personne n'a dit qu'elle était obsédée. Et surtout, personne n'a dit d'ailleurs qu'elle ne vous appréciait pas. C'est pas parce que vous avez une cicatrice en travers de la joue, que vous avez une oreille décollée, que vous n'êtes pas une personne agréable. La dysmorphophobie éradique tout. Elle met le défaut sur un piédestal, les autres zones du corps, poubelle, ta personnalité, ton humour, ton intelligence, tout ça, poubelle, ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les gens. Et eux-mêmes, quand ils regardent quelqu'un, ils vont repérer leurs défauts physiques. Ça ne veut pas dire pour autant d'ailleurs qu'ils les boycottent, qu'ils les effacent, qu'ils les virent de Facebook et qu'ils ne veulent plus leur adresser la parole. Ils sont les premiers à reconnaître que leurs amis ont des valeurs d'ailleurs. Biais suivant, le cerveau dysmorphophobique met la séduction et la beauté dans tous les rapports, même avec les parents et les amis. Alors ça c'est hyper intéressant, j'avais un patient qui a du psoriasis et comme il trouvait ça horrible, il ne voulait pas être en manches courtes en été à côté de la piscine avec ses parents parce qu'il trouvait ça dégueulasse. J'ai dit mais votre maman vous couchez pas avec? Il me dit non. Alors si vous couchez pas avec votre maman, pourquoi vous mettez un rapport de séduction avec votre maman? C'est votre maman? Qu'est-ce qu'on a à foutre de votre psoriasis? Elle est au courant, elle a autre chose à faire que vous trouver dégoûtant. Et en fait, il y a ça, c'est que les gens dans la rue, tes collègues, tes amis, ta famille, tout le monde sans exception, va t'abandonner ou te trouver non séduisant. Alors déjà, on a autre chose à faire que les abandonner. La preuve, on continue à les côtoyer. Et puis surtout, il n'y a pas de rapport de séduction quand tu marches Partout. dans la Ouais. rue. Ouais. Le rapport de séduction, c'est en discothèque et compagnie, c'est dans un rencard amoureux sur une application de rencontre. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu peux trouver quelqu'un attractif ou pas, mais là, tu es en train de marcher dans la rue, tu n'es pas en train d'avoir un rencard amoureux. Donc, ils mettent de la séduction dans tous les rapports humains, avec la notion de beauté du corps. C'est pas comme ça que ça fonctionne les rapports humains. Dans un rapport de séduction, oui, les critères physiques sont importants, mais en dehors d'un rapport de séduction, nous sommes sur un rapport professionnel, familial ou amical, on n'est pas censé coucher les uns avec les autres. Sinon, ça s'appelle de l'inceste notamment. Ouais, non, bien Donc sûr. pourquoi la dysmorphophobie nous parle de ça alors que c'est pas le but? Et c'est important de se dire pourquoi mon cerveau est en train de me parler d'attraction physique et sexuelle avec mon père. C'est pas normal. Oui, mais du coup, t'es un peu moins beau, donc il va moins t'aimer. Il n'a jamais manifesté un comportement comme ça. C'est mon hyperactivité, et Ouais. là c'est valable pour tous les objets dont on a parlé. Tiens, il y a mon cerveau qui est en surchauffe et qui est en train de me raconter des choses qui ne sont pas vraies.
Autre chose, qui n'est pas vrai non plus, le cerveau dysmorphophobique fait volontairement la confusion entre les vraies critiques et les mots désapprobatrices et les suppositions critiques. J'ai dit c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Ouais. Si, c'est vrai, mais c'est le cerveau qui est... Moi, je dis souvent à mes patients, toi, quelqu'un ne vous a pas dit, désolé, j'ai pas envie de sortir avec toi parce que tes oreilles décollées, ça me dégoûte. Vous n'avez pas le droit de dire qu'il le pense. Quand une copine avec qui vous prenez un verre, ça fait 10 fois que vous la voyez, depuis le début de l'année, en 6 mois, vous l'avez vue 10 fois, elle est souriante, elle vous fait la bise, elle vous raconte sa vie, elle s'intéresse à votre vie, ne me dites pas qu'elle est obsédée par votre défaut physique, parce qu'elle continue à venir, ah non mais les gens ils ont pitié de moi. Ah bon, c'est la pitié qui provoque qu'on se farcit votre présence et votre 10 fois. ignominie pendant 6 mois. Non, c'est peut-être simplement qu'en fait votre défaut physique ça ne nous intéresse pas. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'on Pas autre. on l'a digéré, ou vous ne vous résumez pas votre défaut physique. Donc aller scanner les expressions faciales des gens pour en déduire qu'ils vous jugent, ça c'est de l'interprétation, et tant qu'ils vous auront pas dit un fait indubitable comme je n'ai plus envie de te voir parce que t'es moche, t'es con et machin, désolé, ça n'est pas vrai. Et ça, C'est comme le doute dans le TOC. bien sûr. C'est le cerveau qui parle, et ça peut être intéressant de dire tiens, ma dysmorphophobie est en train de me parler, plutôt que de dire j'ai raison de penser que. Il faut toujours revenir à la dysmorphophobie. Biais suivant, le cerveau dysmorphophobique fait volontairement du tout ou rien. Est-ce que les défauts que je repère chez les autres provoquent que j'ai envie de les rejeter dans leur totalité? Alors ça, c'est hyper intéressant. J'ai une patiente, par exemple, elle n'est pas contente de la forme de ses dents, et elle a une copine, par exemple, dont elle trouve, je sais pas, que le nez est pas droit. J'ai dit, son nez est pas droit. Oui, il est objectivement pas droit. Et ça provoque quoi? Bah, elle me dit, moi, je vois son nez parce que son cerveau est en surchauffe, donc elle voit ses défauts, elle voit les défauts des autres. Mais elle me dit, mais c'est une super copine. J'ai dit, ah, vous avez envie d'arrêter de la fréquenter? Non. C'est une connasse? Non, elle est super gentille. Elle a des enfants, elle a un mari? Oui. Bon, alors qu'est-ce que vous en déduisez? Bah, que son défaut physique, il est visible, mais que ça n'empêche pas que c'est une personne super agréable à vivre et qu'elle a un certain charme. Ok. Alors pourquoi par contre avec vous ça marche pas? C'est que les défauts physiques des gens sont naturellement équilibrés par leur personnalité et les autres éléments de leur corps. Par contre, vous, Pas les chez moi. éléments de votre Ouais. corps et votre personnalité, que dalle. Vous êtes, vous, des dents sur pattes. Vous êtes juste un énorme, un dentier sur pattes. Il n'y a rien d'autre qui existe. Je dis finalement, vous avez un cerveau ultra sexiste et misogyne. Bon, du coup, elle avait rigolé. Je dis, vous avez un cerveau misogyne. Vous êtes juste des chicots. Vous êtes une paire de seins, vous êtes rien d'autre. Ah tiens, il y a un cul qui vient de passer. C'est un cerveau sexiste. Je dis, vous n'êtes pas une femme intelligente, vous n'êtes pas une femme sympa, vous n'avez pas des valeurs, vous n'êtes pas une femme disponible, altruiste, rien du tout. Poubelle. Que des dents, quoi. Je dis, vous avez un cerveau macho. Et elle a commencé à se rendre compte en effet qu'elle ne se comportait pas comme ça avec les gens. Et qu'elle avait plein d'amis d'ailleurs qui continuaient à la fréquenter. Que ses collègues prenaient le café avec elle. Et on voit ses dents, on voit son appareil dentaire. Ok, très bien. Tout le monde s'en fout. Oui, mais les gens l'ont vu. Ne me dites pas qu'ils l'ont pas vu. Ils l'ont vu. Mais visiblement, ça n'est pas suffisant pour qu'ils vous éjectent. Mais du coup, ils n'auraient pas envie de sortir avec moi. Vos collègues de boulot ne sont pas là pour sortir avec vous et faire du sexe avec vous. Ils sont là pour travailler avec vous. Et là, elle nous ressort le joker de la séduction. Ouais, c'est le truc qui se Et prend. comme en même temps, elle est persuadée qu'elle a raison, elle va pas draguer des mecs. Parce que ce serait, si la dysmorphobie a raison, ce serait ultra violent que la personne prenne un verre puis donne pas suite et te gosse sur WhatsApp. Comme elle n'a pas envie de souffrir de ça, comme tous les patients dysmorphophobiques, parce que ça pourrait les plonger en dépression et des pensées suicidaires, ils évitent. Conclusion, ils n'auront jamais la réponse que non, on les résume pas à leur dentier. C'est Non, pas bien vrai. sûr. Biais suivant, le cerveau dysmorphophobique fait miroiter que vous irez mieux quand vous aurez retrouvé votre ancien corps ou modifié le corps actuel. Voilà, d'où le maquillage ou les opérations de chirurgie. Ce qui est très intéressant, c'est que les patients dysmorphophobiques, actuellement, ils font une fixette sur ça, mais tu peux être sûr qu'en 10 ans ou 15 ans, ils ont eu d'autres zones du corps. Et par exemple, j'avais un patient qui avait une cicatrice dans le cou, énorme, comme ça, on avait dû lui retirer une tumeur ou je sais pas quoi, et il faisait une fixation sur le fait qu'il perdait ses cheveux. Puis moi, je lui disais, mais votre cicatrice dans le cou? Il me dit, ah, ça m'a beaucoup obsédé de 18 ans jusqu'à 23 ans. Puis après, j'ai commencé à perdre mes cheveux et je suis passé sur mes cheveux. J'ai dit, mais excusez-moi, vous avez toujours la cicatrice. Pourquoi vous n'avez pas une obsession sur les cheveux et la cicatrice? J'ai dit, c'est terrible. Vous perdez vos cheveux, en plus, vous avez une cicatrice dégueulasse. Il me dit, bah non, je sais pas pourquoi. Dès que j'ai commencé à perdre mes cheveux, la cicatrice terminée. J'ai dit, mais vous avez fait du laser sur la cicatrice? Non. En plus, il est en couple. Donc comme il est en couple, le rapport de séduction est réglé. Ah non, il n'arrive pas à s'expliquer pourquoi sa copine vit avec lui et couche avec lui alors qu'il perd ses cheveux. Je me suis dit, mais attends, t'as déjà la réponse. Tu es donc séduisant. Ah non, peut-être qu'elle fait ça par gentillesse, par pitié, ou peut-être qu'un jour elle va se rendre compte. Je dis, mais c'est pas vrai. Là, il y a quand même, comme dans le TOC, le doute commence à devenir plus vite, plus fort que le réel. Le réel, c'est que cette cicatrice ne le dérange pas et qu'il est incapable d'expliquer pourquoi, qu'il fait une fixette sur les cheveux alors que sa copine est avec lui, et que de toute façon, on en a rien à foutre qu'il perde ses cheveux.
Parce que globalement, il n'est pas chauve, il perd simplement ses cheveux. Et il me disait, oui, c'est pas très cohérent. Mais tu as des patients, par exemple, qui ont fait une fixette sur une zone du corps, ça a duré 2 3 ans, Ça change. boum, ils sont passés sur un autre truc, puis encore après sur un autre truc, et ils n'arrivent jamais à s'expliquer pourquoi la zone d'avant, pourquoi subitement elle est arrivée, pourquoi elle a été aussi violente et pourquoi elle a été écrasée par la nouvelle. Ah bah parce que la nouvelle est plus violente. C'est pas parce que la nouvelle est plus violente que celle d'avant est censée mourir. Elles ont censé continuer. Elle doit continuer à côté. Non, elle s'arrête. Puis à nouveau, à chaque fois qu'ils font des opérations, bah dès qu'ils ont fait une opération, un mois après, boum, il y a une nouvelle zone. J'avais un patient, il n'était pas satisfait de son bide, il s'est fait une liposuction, bah après il commençait à faire une fixette sur un autre truc. J'ai dit, mais excusez-moi, vous m'en parliez pas il y a un mois. Ça n'existait pas. Ah ben, en fait, dans le miroir, ça n'a pas changé, mais c'est subitement devenu obsédant. Je dis que si vous me dites que clairement ça s'est aggravé, je peux comprendre, mais vous venez de me dire que vous admettiez que ça ne s'était pas aggravé. Ça n'a pas modifié dans le miroir, mais votre cerveau, ça fait une fixette dessus. Et ça, c'est un gros classique. Ce qui veut bien dire que le cerveau s'ennuie et qu'il a besoin de t'embêter. Quand tu le court-circuites avec une opération Oui, chirurgicale, il est emmerdé, donc soit il remet en cause l'opération, ou alors il va ailleurs. ou il va ailleurs. Dernier biais, la zone de mon corps qui pose problème est un élément de mon attirance, de mon corps, de mon rapport aux autres, et pas la totalité de mes armes de drague, de mon corps et de mon rapport aux autres. Donc, au lieu de tout abandonner, il faut aussi continuer à utiliser tout ce qui vous reste et qui marche très bien. Vous ne vous résumez pas à votre défaut. Et oui, ça, on revient sur la question du tout ou rien. Je reviens sur cette patiente avec ses dents. Sa collègue qui a le nez pas droit, elle me dit très clairement qu'elle trouve qu'elle a des yeux magnifiques, elle a une belle poitrine, elle a un super beau corps, elle est super bien habillée, elle est belle, elle est charismatique, elle est drôle, elle en impose quand elle prend la parole. Conclusion, elle est charmante. J'ai dit, donc vous avez vous-même foutu à la poubelle son nez. Il s'est rééquilibré. Cette notion qu'il y a des choses qui se rééquilibrent naturellement, le patient dysmorphophobique ne peut pas l'avoir. Petit 1, il zoome. Petit 2, il est bombardé toute la journée par le défaut physique. Ce bombardement fait que le cerveau normal, celui qui n'est pas obsessionnel, ne peut pas digérer et passer à autre chose. Il y a donc une incapacité à faire le deuil. Et ce cerveau, en le bombardant, le résume à ça. À savoir que le cerveau ne va pas dire «Oh, mais en même temps, t'as de jolies pommettes». Non, le cerveau ne dit pas ça. Donc du coup, c'est complètement cohérent que cette personne en oublie totalement de dire «Ok, j'ai un nez qui est bizarre, mais excuse-moi, j'ai des super seins. Et j'ai un super cul. Et je suis super drôle». Non, ça n'existe pas. Et quand tu leur demandes de faire un peu la liste de tout ce qui est bien en eux, ouais, mais en fait, vous êtes en train d'essayer d'escamoter le fait que mon nez n'est pas droit. J'ai dit, pourquoi? Vous avez aussi ça. Vous n'êtes pas un nez sur pattes. Mm. Et le but, c'est pas de les réassurer, c'est qu'ils commencent à se dire, mais c'est quand même dingue que mon cerveau fonctionne comme ça. Le but, c'est d'allumer une forme de doute qui commence à douter de leur Ouais, ouais, dysmorphophobie. ouais. C'est que leur cerveau leur dit, écoute-moi, j'ai raison, grâce à moi, ça ira mieux. Non, grâce à toi, je suis déprimé, je passe 8 heures par jour à vérifier dans le miroir. Et qui commence à tourner en disant, mais tu serais pas en train de m'arnaquer? Tu es en train de sous-entendre que j'ai rien à offrir aux gens? Et là, j'ai une patiente à qui j'ai dit, bah, vous n'avez pas envie justement de compenser? Vous n'êtes pas satisfaite de vos dents? Bah, faites plus de blagues. Elle me dit, oui, j'avais jamais pensé. Et là, tu vois, par exemple, dans la bigorexie, on n'a pas parlé de la bigorexie. La bigorexie, c'est les mecs qui font de la muscu à outrance et qui, malgré le fait de voir de la muscu, continuent à se voir gringalets ou gros dans le miroir. Les mecs, ils sont comme ça. Et souvent, ils se font mal. Tu les vois tous les jours à la salle de muscu. Ils sont obsédés par le fait qu'ils sont maigrichons. Là, ce qui est intéressant, là où la personne qui souffre de bigorexie, elle est quand même maligne. Elle n'est pas satisfaite de son corps, donc elle va le muscler à la salle de muscu. C'est intelligent. Tu as des gens qui te diront, par exemple, ben moi quand j'étais au lycée, j'avais des lunettes, tout le monde me traitait de, je sais pas, de binoclard. Et ben je me suis dit, je vais les détruire en ayant des bonnes notes. Et les mecs, ils ont construit leur vie. Tu m'aimes pas physiquement, tu me trouves gringalet, je vais te défoncer par l'humour ou par le succès financier ou universitaire. Ils ont compensé. Le dysmorphophobique, il compense pas. Il est à l'arrêt, il hiberne. On est tous, depuis qu'on est petit, emmerdés par certains trucs. On n'est jamais satisfait de notre corps. On a tous opté pour miser sur autre chose. Le dysmorphophobique ne fait pas ça. Il zoom, il est en boucle. Il zoome et comme ça n'est pas récupérable, il ne va pas utiliser plus son humour, plus son intelligence. Non, il va partir du principe que si cet élément n'est pas corrigé, ça n'est pas la peine de mettre le reste. Mais je dis, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est dû au fait que le cerveau est en hyperactivité. Si le cerveau n'était pas en hyperactivité, petit 1, ils auraient digéré le défaut physique, et petit 2, ils l'auraient naturellement compensé. Comme tout le monde. Donc la dysmorphophobie bloque ta capacité à avoir des comportements d'adaptation que tout le monde a. Ouais, dans un cerveau normal. Ah bah oui. Maintenant qu'on a déconstruit tous ces biais, voilà, qu'on a tordu le cou à la dysmorphophobie, à la logique de la dysmorphophobie,
On va parler de la thérapie. Ouais. Alors, tu en as un tout petit peu parlé en introduction en disant qu'il y avait certains antidépresseurs qui agissent sur la sérotonine et sur la dopamine. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes que ceux pour le TOC, les ISRS. C'est le cas, Plus ou moins, ouais, ouais, ouais. plus ou moins. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait si on met à part le traitement médicamenteux, comment on traite la dysmorphophobie? Alors déjà, on commence par la psychoéducation. Comme on a fait Comme on vient là, de il faire. faut qu'on leur explique en long, en large et en travers le fonctionnement du cerveau. S'ils ont compris que le cerveau est en surchauffe et génère le zoom, le rabâchage, l'angoisse, la réassurance, c'est déjà ça de gagner. S'ils ont compris que tout ce qu'on a dit là, c'est la dysmorphophobie qui le provoque et pas le défaut physique, c'est déjà ça de gagner. Et avec la psychoéducation, il y a beaucoup de morceaux qui sautent. La deuxième étape, c'est que dans une thérapie des TOC, là, on ferait des expositions. Ouais, Or, s'exposer, c'est se retrouver aussi avec le risque de se prendre un râteau. Par exemple, quelqu'un qui dit j'aime pas mon corps, je me sens gringalet, aller à la piscine, c'est beaucoup trop violent pour lui. Déjà, il va se voir dans le miroir, il va se trouver horrible. Il va voir des mecs qui sont comme ça, il va se trouver horrible. et plus Pendant qu'à qu'il part. nage, les gens vont le regarder, pas pour l'éviter de le percuter, il va pouvoir avoir l'impression qu'on le juge. C'est trop violent. On va pas faire des expositions dans la dysmorphophobie comme on le fait dans les talks. On commence par la psychoéducation et on commence par la gestion de ce qui se passe avec le miroir. Les expositions, on le garde pour la fin de la thérapie. Ils doivent commencer par diminuer les vérifications dans le miroir, diminuer les réassurances à la famille, moins prendre de photos et de manière générale beaucoup moins rentrer dans tous les commentaires toute la journée. Je suis moche, je suis moche, je suis moche, ma vie est pourrie. On fait déjà réduction des réassurances, réduction des questions, réduction des vérifications, réduction des ruminations mentales, qui sont le plus gros moteur de la dysmorphophobie. Une fois que la majorité de ces symptômes-là se sont effondrés, ton cerveau il se reprogramme, il descend, descend, descend. Il t'attaque beaucoup moins. Mm. C'est que les patients disent mon cerveau il m'attaque plus 500 fois par jour, mais peut-être 50. Avant c'était ultra violent, maintenant ça l'est beaucoup moins, j'arrive à le chasser rapidement. Ils sont dans un état émotionnel beaucoup moins dépressif, beaucoup moins suicidaire, beaucoup moins dévalorisé, et là, ils sont un peu plus chauds pour faire des Les expositions. expositions. C'est peut-être moins mettre le chapeau, moins mettre la cagoule, moins mettre machin, mais pas déjà se foutre à poil à la piscine. Mais on doit toujours travailler les expositions après Mm. avoir travaillé les réassurances, questions, Le vérifications miroir, dans les le miroir. Ah, photos. c'est le plus gros facteur de maintien. Et tu sais, ça passe par le décalage. On est Et là, on fait d'accord, du ouais. décalage, décalage du miroir, décalage des questions. La rumination, ok, c'est sûrement très important, mais excusez-moi, on peut s'en occuper tout à l'heure. Enfin, c'est pas Hiroshima non plus, c'est pas Tchernobyl. On n'est pas à 10 minutes près. Donc, quand votre cerveau vous dit, ah bah, tu peux ruminer à quel point ta vie est pourrie à cause de ton nez, mais tu me l'as déjà parlé, tu m'as déjà parlé à 9h, 10h, 11h, midi. Mon cerveau, il rabâche là, il est sourd, il rabâche. Et bah, tu sais quoi? Maintenant, je m'en occupe de 11h à midi et de 19h à 20h, mais pas 8 heures par jour. On Ouais. compresse avec le décalage. Pareil, pareil Ouais, pour les vérifications dans le miroir. comme les vérifications, toutes les vérifications, questions, pensées, tout ce qui concerne la maladie et le corps est repoussé à plus tard. C'est pas interdit, c'est tout à l'heure. Comme ça, le cerveau il monte, il redescend, et soit il oublie, soit le rituel est plus court. Et on va faire un énorme écrémage de cette partie-là, parce que c'est ça majoritairement qui fait que la maladie se maintient. Progresse, ouais. Une fois qu'on a fait sauter ça, dans un second temps, le patient de lui-même, ou on le programme, va commencer à s'exposer, à moins cacher le défaut physique Progressivement, et j'imagine. à plus fréquenter des gens. Et une fois qu'il se rend compte qu'il n'a plus besoin de cacher le défaut physique et qu'il est capable de fréquenter ses amis, les collègues de boulot et les gens de la famille, dans un dernier temps, on commence à lui dire ok de rentrer dans un rapport de séduction. C'est donc en trois temps. Ouais. D'abord, du décalage, on s'attaque au temps qu'on passe au rituel, au rite de réassurance. Une fois qu'on est à l'aise, ouais, et ça prend du temps d'ailleurs, cette première phase, enfin, dans Ça l'expérience. dépend. Il y a des patients, ça peut durer 3 mois, comme d'autres, ça peut durer 6. Mais ça dépend aussi s'il y a de la dépression à Bien côté. sûr. Mais en gros, il faut qu'ils te disent que ça y est, la dysmorphophobie est vraiment beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus calme. Et qu'ils ont d'ailleurs beaucoup plus de recul. C'est que quand ils arrêtent tous ces comportements-là, Avec les ils biais, admettent ouais. déjà que le défaut physique, il est quand même moins violent que prévu. Donc ils se rendent compte qu'il y a le défaut physique et la focalisation du cerveau. Et une fois que c'est relativement calme, là on commence à retirer tous les trucs. Donc Et à décalage, sortir. exposition, et après, La séduction, drague, la la drague, drague. la drague. Mais au moins faire sauter les évitements avec les membres de la famille. La prise de médicaments est indispensable, c'est toujours associé ou c'est au cas par cas Ça dépend. ça C'est comme dépend. pour les tox, ça dépend du niveau de handicap et du terrain dépressif à côté. Et on l'a pas dit, on l'a évoqué au niveau des comorbidités. On a parlé de la dépression, c'est fréquent, je sais pas Ouais, s'il y a des c'est un gros statistiques. classique. C'est un gros Bah, en classique. fait, ça t'attaque tellement dans ton intégrité que Ouais, tu es forcément plus déprimé. Et comme pour le TOC, on avait dit dans une précédente vidéo que si tu traites pas la dépression avant, tu peux faire la TCC que tu veux, ça marchera pas. C'est pareil pour la Oui, parce dysmorphophobie. qu'on a. Alors, ces parents, il y a certains patients, ils ne sont dysmorphophobiques que quand ils sont déprimés.
Là, ce ne sont pas des patients qui sont dysmorphophobiques pendant 15 ans tous les jours de leur vie. Ce sont des patients qui ont été dysmorphophobiques pendant 6 mois, pour les été tranquilles pendant 1 an ou 2, ils redeviennent dysmorphophobiques. Et là, tu sens que c'est la dépression qui C'est entraîne génial. le zoom du cerveau. C'est donc en fait un élément secondaire de la dépression. D'accord, ouais. Et c'est marrant de voir Quand comme quelqu'un te ça. dit que selon l'humeur, il se trouve plus ou moins gros et qu'il trouve qu'il a plus ou moins un nez travers ou pas, c'est pas cohérent parce que le nez il n'a pas bougé entre lundi et mercredi. Et là tu dois dire ok, là il y a vraiment un phénomène Ouais. de dépression derrière. Eh ben, je vois qu'on a fait le tour. Est-ce Eh que ben, tu as un nickel. mot de la fin? En tout cas, bon, on renvoie au livre dont on a déjà dit un mot, on mettra les références. Le problème n'est Ouais. pas le défaut physique, personne ne le remet en cause. Le problème c'est le harcèlement que le cerveau fait sur quelque chose sur lequel on est déjà au courant. Alors j'ai une toute petite dernière question. Est-ce que le défaut physique, il peut être imaginaire? Il y a des gens qui, et tu sais, parfois il y a une telle focalisation que bah, quelqu'un qui te dit qu'il a le nez pas droit, il y a des gens qui objectivement ont le nez pas droit. Moi j'ai une oreille qui est plus décollée que l'autre, c'est un fait, j'en ai rien à foutre. Je le vois même plus. Alors si toi tu fais vraiment attention, tu verras, j'ai une oreille qui est plus décollée que l'autre. Je le vois pas. Fais un effort. Mais non, je le sais, je le vois, ça c'est depuis que je suis gamin. Mais en fait, je ne le vois plus. Là, mon cerveau l'a digéré, il ne m'en parle plus. Par contre, quelqu'un qui ne m'a jamais vu me voit demain, il va peut-être se dire, ah oui, tiens, il a une oreille décalée. Parce que ça te saute aux yeux. Puis 10 minutes après, t'es pris dans le feu de la Je vois conversation. plus. Et puis ma beauté parfaite et mon intelligence médiocre va prendre le pas sur le fait que j'ai une oreille décollée. C'est comme ça qu'on Ouais. fonctionne. Là, le cerveau, il est tellement puissant entre un défaut physique réel que tout le monde voit, démultiplié par le cerveau, ou une micro-différence d'1 millimètre que eux seuls ne voient, notamment un patient qui me disait mon visage n'est pas symétrique. Le visage n'est jamais symétrique. Personne n'a un visage symétrique. Il fait une telle focalisation, moi je pouvais beau le regarder dans toutes les coutures, je ne voyais rien. On va pas rentrer dans ce débat. Ouais, c'est Après, pas tu peux très. avoir des dysmorphophobies qui sont carrément délirants, mais là, tu n'es plus dans la dysmorphophobie Non. classique, c'est Non. vraiment délirant. Et ça, c'est plus dans des critères un peu psychotiques et compagnie, mais bon, c'est pas vraiment le débat. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Bah, ça, Les gens ont le droit de ne pas aimer leur corps. On n'est pas dans un débat de qui a raison, qui a tort. C'est une croyance personnelle. hmm. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pas le Moi, sujet. je veux On juste est- retirer la partie obsessionnelle, c'est tout. Ça répond à la question. Merci Vincent. De rien. À bientôt. À plus.